espère toujours de la prochaine Coupe du Monde qu'elle récompense le plus beau jeu. Mais hormis le Brésil de Didi, de Garrincha et de Pelé, les meilleures équipes ne l'ont jamais gagné. Ni la France de Platini, non seulement on est très déçus, mais on est super écœurés. Ni la Hollande de Cruyff, pas plus que le Portugal de Zebio ou la Hongrie de Puskás. La faute, bien sûr, à la glorieuse incertitude du sport. Bien sûr. Sauf que les défaites des meilleures équipes du monde ne doivent rien au hasard, mais plutôt à des enjeux assez étrangers au sport. Vous n'avez pas le droit de parler avec les prisonniers. Non, si no es posible hablar. Ce stade, c'était un camp de concentration. De nombreuses victoires sont le résultat d'arbitrages pour le moins contestables. Et elles obéissent à une règle non écrite qui veut que les pays organisateurs doivent aller le plus loin possible dans la compétition. Spectacle et recettes obligent. C'était un grand complot parce que la fédération anglaise savait que c'était mieux de jouer à Wembley. C'était l'Argentine des généraux, quoi. On était en pleine dictature militaire. L'Argentine ne pouvait pas être éliminée au premier tour, c'était pas possible. Entre les affaires de la FIFA, Havelange a introduit la culture du crime dans le monde du football. les mystères et les controverses, les mauvais procès. Le grand Pelé lui-même fut la cible de la presse qui le trouvait fini avant son triomphe de 1970. Les secrets inavouables, parce qu'on trouvait les joueurs trop rebelles ou trop noirs. Le racisme il était très fort chez nous. Le Loin n'avait pas la mentalité forte, on était fragile, on avait tous les défauts. La tragédie du Maracana a été une tragédie raciale. On se résignerait à accepter que tous les coups sont permis, que la stratégie doit l'emporter sur le génie et que seule la victoire est belle. On pourrait se laisser aller à dire que la coupe tant convoitée est pleine, compromise avec les pires régimes, tolérant tous les excès, la violence, le dopage, fermant les yeux sur des matchs suspects. C'est le match de la honte. Ils devraient retirer leur licence à ces 22-là. Sur des comportements hallucinants et des arbitres complices. Mais on a envie d'y croire encore. Peut-être parce que, avec ses passions humaines, ses rivalités et ses conflits, avec ses bons et ses méchants, sa belle époque aussi, ses coups de génie et ses coups du sort, ses déceptions et ses émerveillements, les Coupes du Monde nous font vivre épisode après épisode, tous les 4 ans depuis 1930, le plus incroyable des feuilletons. La première Coupe du Monde, ce n'est vraiment pas un cadeau pour le pays qui doit l'organiser. Ça coûte cher, ça ne rapporte pas grand-chose, il n'y a pas de stars, alors les candidats ne se bousculent pas. C'est comme ça que, faute d'avoir pu convaincre les meilleures équipes européennes, surtout les Anglais qui ont décidé de mépriser cette compétition, on va se retrouver en Uruguay pour une Coupe du Monde essentiellement latino-américaine. Pour devenir l'organisateur de cette Coupe du Monde, l'Uruguay a tout de même dû faire valoir quelques arguments. Son équipe de football, la déjà céleste, a remporté les 2 derniers Jeux Olympiques. Et surtout, comme elle vit ses plus riches heures, elle s'est engagée à prendre en charge les frais de déplacement de tous les participants. Ce qui n'est pas rien alors que le monde plonge dans la crise. Il n'y a donc que 4 équipes européennes pour faire le voyage. Un très long déplacement à bord du paquebot Monteverde. Durant la traversée de l'Atlantique, pour toute préparation, on doit se contenter d'un peu de gymnastique sur le pont, puisque très vite, les quelques ballons dont on dispose passent par-dessus bord. Enfin, le 1er juillet 1930, la Coupe du Monde peut commencer. Il y a déjà, comme cela deviendra une tradition, de gros problèmes d'arbitrage. Le plus marquant d'entre eux est ce coup de sifflet final donné 6 minutes avant la fin du temps réglementaire par l'arbitre du match France-Argentine, alors même qu'un attaquant français file droit au but. Le jour de la finale, on prend quelques précautions, comme celle de débarrasser les supporters de leur arme à feu à l'entrée du stade. L'Uruguay remporte cette finale, ce qui va provoquer de sérieux troubles en Argentine, au retour des supporters déçus. L'armée intervient, renverse le président et ouvre ainsi une très longue période d'instabilité politique.
Un dictateur, ça doit montrer sa force. Alors, dans toutes les situations, Mussolini se présente en grand sportif, faisant croire qu'il excelle en tout, s'exhibant dans l'effort torse nu, dévalant les pistes, avalant des kilomètres à vélo, célébrant les grands champions qui doivent bien sûr leurs exploits au génie fasciste. Le Duce prétend aimer le sport, mais il n'aime pas le football. Il n'y comprend pas grand-chose. Tout ce qui l'en retient, ce sont ces foules qui vocifèrent d'autres noms que le sien. Il se méfiait du football parce que c'est un sport anglais, c'est un sport professionnel et surtout c'est un sport qui est déjà assez populaire pour entretenir toutes les divisions dans la société italienne, donc toutes les rivalités de clubs. Ce n'est finalement qu'à la veille de la compétition qu'il se rend compte que sa présence dans le stade, devant des centaines de journalistes étrangers, une présence évidemment qui va s'accompagner du dialogue rituel avec la foule qu'il affectionne particulièrement, va pouvoir être d'une propagande utile et efficace. Mussolini va donc se résoudre à mobiliser l'appareil d'État pour l'organisation de cette deuxième Coupe du Monde. Le président de la fédération italienne, un général fasciste, prévient « Je ne sais pas encore comment, mais l'Italie doit gagner ce championnat. C'est un ordre. Un ordre bien reçu, puisque la fédération grecque de football se voit offrir 400 000 $ en échange du forfait de son équipe qui doit affronter l'Italie. Autre preuve de la corruption en cours, avant la finale contre la Tchécoslovaquie, l'arbitre dîne avec Mussolini. Il saura se montrer reconnaissant à son hôte. Et cela lui vaudra tout de même d'être radié à vie. Le résultat de la finale ne sera pas remis en cause. L'Italie a gagné sa première Coupe du Monde. « 1938, le monde est au bord du gouffre et la France, qui organise la Coupe, essaie de croire encore à une compétition censée rapprocher les peuples. Mais la bonne humeur des joueurs français n'impressionne guère les nations venues imposer leur idéologie plus que leur jeu. En ouverture, l'Allemagne rencontre la Suisse. Puisque l'Allemagne nazie a effacé l'Autriche de la carte en l'annexant, elle a également intégré dans son équipe les meilleurs éléments de la grande équipe d'Autriche, la fameuse Wunderteam. Les meilleurs, sauf un, Matthias Sindelar, qui a refusé de jouer sous le maillot frappé de la croix gammée. Le 29 janvier 1939, on retrouvera son corps inanimé avec celui de sa compagne. On les retrouve morts tous les deux dans son appartement. On les retrouve morts et on n'a jamais su ce qui s'était passé. On sait seulement que la Gestapo, la police politique, est intervenue. Ils ont emporté les corps et les ont immédiatement incinérés. En France, pour cette Coupe du Monde, la fusion imposée entre joueurs allemands et joueurs autrichiens ne prend pas. L'Allemagne éliminée, c'est l'Italie qui va porter très haut les couleurs des régimes totalitaires. Giuseppe Meazza, le capitaine italien, le signifie clairement au président français Albert Lebrun. Dans le contexte de 1938, où les relations se sont tendues entre la France et l'Italie, où Mussolini commence à réclamer la Corse, la Savoie, la Tunisie, eh bien, ce salut fasciste prend un autre sens. Le coach de l'équipe italienne, Pozzo, un nationaliste très radical, ancien combattant de la Première Guerre mondiale, considérait le football comme une guerre et son équipe comme des soldats au front. C'est dans cet esprit qu'il est allé en France, la France démocratique, socialiste, qu'il a fait le salut fasciste et gagné la Coupe du Monde. C'était une opération de propagande très réussie pour le régime. L'Allemagne nazie, jalouse des victoires de l'Italie fasciste, voudra organiser la Coupe du Monde 1942 chez elle. Mais le Troisième Reich sera alors plus préoccupé à mettre le monde à sa botte qu'à l'inviter pacifiquement à chausser les crampons. La Coupe, qui a passé la guerre cachée dans une boîte à chaussures sous le lit du président de la fédération italienne, est de retour dans le pays qui a tant émerveillé le public français 12 ans auparavant. Tout le Brésil attend l'événement. On a construit le plus grand stade du monde, le Maracanã. Il est censé, comme l'écrit le journaliste Mario Filho, donner au Brésil une âme nouvelle. Les équipes étrangères sont stupéfaites par la nouvelle dimension que les Brésiliens ont donnée à la Coupe du Monde.
Et bientôt, ce sera le jeu brésilien qui leur coupera le souffle. La Seleção, dont les derniers matchs de préparation ont été décevants, enchaîne les victoires spectaculaires. À l'évidence, les Brésiliens n'ont pas le même rapport au ballon que le reste du monde. Ils jouent, jonglent, s'amusent, inventent. Hormis un faux pas face à la Suisse, ils dominent largement leurs adversaires. Il ne leur manque plus qu'à faire match nul avec l'Uruguay pour devenir champion du monde. Le maire de Rio tient à s'adresser au public du Maracanã avant le début du match. Il annonce déjà la victoire de l'équipe du Brésil, supérieure à toutes les autres. Et il termine en la saluant comme celle qui va conquérir le plus beau des titres. Il y avait un tel écho. Le public était tellement exalté que je me disais, mon Dieu, tout va s'effondrer. On avait vraiment l'impression que le Maracanã s'effondrerait. Pourtant, c'était très beau tout ça. Le Maracanã plein. C'était merveilleux. La suite est plus inattendue. C'est un cauchemar que personne au Maracanã n'a imaginé vivre. L'Uruguay égalise. Puis Djidia marque le but de la victoire uruguayenne. Seules 3 personnes ont fait taire le Maracanã. Le pape, Frank Sinatra et moi. « 200 000 personnes silencieuses dans un stade. On a tous le souvenir de ce moment. Ça a été un vrai traumatisme pour toute la nation. » Jules Rimet, qui s'attendait comme les 120 000 spectateurs à voir triompher le Brésil, est complètement perdu. Il n'y aura pas de remise solennelle du trophée. Il le donne furtivement au capitaine uruguayen dans la plus grande confusion. C'est la première fois finalement qu'une défaite en Coupe du Monde est véritablement vécue comme un drame national. On cherche les responsables de cette défaite. On les trouve vite, les joueurs noirs de l'équipe. Et en particulier le gardien, Moacir Barbosa. Barbosa, ele était le titulaire, c'est le meilleur gardien brésilien, il peut être le meilleur gardien au monde. Sauf que le match décisif, il a fait commis un défaut et on a perdu la Coupe du Monde. Je crois qu'il y avait déjà, le racisme il était très fort chez nous. Et c'était vraiment justificatif en disant que si le Loin n'avait pas la mentalité forte pour jouer dans l'équipe nationale, qu'on était fragile, on avait tous les défauts. La tragédie du Maracanã a été une tragédie raciale. Le Brésilien était fier de sa mixité raciale. Et là, soudainement, le racisme ressurgit. Il émerge en 1950 parce qu'on rend les Noirs responsables de cette défaite. Si bien qu'en 1954, notre Seleção est presque exclusivement blanche. Les Noirs ne sont pas convoqués, ou s'ils le sont, c'est à des postes de moindre importance. Contre toute attente, c'est l'Allemagne qui remporte cette 5e Coupe du Monde. Elle bat en finale la meilleure équipe de l'époque, la Hongrie du génial Puskás, qui depuis des années balaie toutes les formations qui se présentent devant elle. Cette victoire allemande est d'autant plus étonnante que 2 semaines plus tôt, c'est la Hongrie qui l'emportait 8-3 devant cette même équipe d'Allemagne au premier tour de la compétition. Comment le sélectionneur allemand Sepp Herberger a-t-il pu à ce point renverser la situation ? En mettant en place une stratégie très particulière. Herberger aligne une équipe B qui se fait étrier 8-3 par les Hongrois, mais surtout pendant laquelle Puskás est blessé presque intentionnellement par un défenseur allemand. C'est la marque du passage de l'équipe d'Allemagne d'un jeu technique à un jeu beaucoup plus physique, voire violent. L'Allemagne fédérale libre s'est choisi le même entraîneur qu'au temps du nazisme. Sepp Herberger, on pourrait dire qu'il est représentatif finalement d'une certaine continuité entre le régime nazi et la République fédérale allemande. Pour la finale, la Hongrie était largement favorite, même avec son meneur de jeu Puskás, diminué suite à sa blessure du premier match.
la Mannschaft a disposé d'atouts qu'on peut même qualifier d'armes secrètes. Première arme secrète, les crampons à vis à hauteur réglable selon l'état du terrain. Des crampons vissés bien plus efficaces sur terrain glissant, comme c'était le cas ce 4 juillet 1954, que les crampons ordinaires dont disposaient les autres équipes. C'est Adi Dassler, le fondateur d'Adidas, qui a inventé ces chaussures qui ont permis à l'équipe allemande non seulement de résister aux assauts hongrois, mais également de mener à bien ses attaques. Et à la 84e minute, Rahn, peu subtil mais combien efficace par son style direct, marque le but de la victoire. Deuxième arme secrète, au lendemain de cette finale victorieuse, les joueurs allemands sont tous frappés par une jaunisse due à de mystérieuses injections. Plusieurs témoignages ont montré que les Allemands étaient sublimés à la pervitine ou au pervitin, qui est une amphétamine allemande. Et cette victoire a aussi des conséquences fâcheuses. Plus de 2 millions de personnes acclament Fritz Walter, le capitaine allemand et ses coéquipiers, tout le long du trajet qui les ramène en Allemagne. Ce n'est pas la victoire de la RFA qui va faire polémique, qui va inquiéter même. Ce sont les paroles d'un temps qu'on voudrait révolu qui échappent au patron du football allemand, Peko Bauens. Et le Peko Bauens s'est manifestement oublié parce que ce régime nazi a quand même duré et il a laissé des traces, et notamment au point de vue du vocabulaire. Il a expliqué que nous avons vaincu enfin après avoir été battus 2 fois. Donc ça voulait dire notre vengeance par rapport à la guerre de 14 et par rapport à la guerre de 39-45. Les débordements consécutifs à cette victoire allemande vont embarrasser les autorités qui rappelleront que l'essentiel est dans la fraternité européenne. En 1958, en Suède, on attend beaucoup de cette Coupe du Monde où l'on doit retrouver la RFA tenante du titre, l'URSS, le Brésil et la France qui aligne dans son équipe 2 joueurs algériens d'exception. Le milieu offensif Rachid Mekloufi et le défenseur central Mustapha Zitouni. Mais 2 mois avant le début de la Coupe du Monde, ces 2 joueurs disparaissent avec d'autres. Dans les clubs, dans la presse, on s'interroge, on s'inquiète, on spécule. Ce sont en fait les responsables du FLN algérien qui, voulant ébranler l'opinion publique française et une presse qui ne parle que d'événements en Algérie et non d'une guerre, ont monté ce qu'on qualifierait aujourd'hui d'opération de com. Au mois d'avril 58, ils ont décidé de prendre les 10 meilleurs joueurs des internationaux A, etc., pour aller à Tunis. Moi, je ne l'ai su qu'on partait qu'au dernier moment. Ils m'ont dit, demain, on part. Bon, on part. Comme ça, sans explication, sans rien du tout. 10 footballeurs nord-africains, tous vedettes internationales du ballon rond, ont quitté la France au cours d'une opération parfaitement orchestrée. Certains fugitifs ont rallié Tunis, où ils ont été immédiatement pris en main par des émissaires du FLN. La population, les gens qui vont au stade, etc., se sont posé la question. Pourquoi ces gens-là sont partis? Alors bon, ils ont un petit peu cherché, ils sont partis parce qu'il y a une guerre en Algérie. Et là, personne ne savait. Rachid Mekloufi n'a pas hésité à s'engager pour son pays. Pour autant, sont-ils tous partis volontairement? Il fallait que je prenne une décision, c'est tout. Ou refuser, ou partir. J'ai choisi la bonne, je pense que j'ai choisi la bonne parce que en refusant, c'était risqué. Et à l'époque, c'était risqué. Qu'est-ce qu'il aurait pu avoir comme risque? Quelqu'un qui serait venu à la sortie du stade me descendre comme une bête. Ils ont renoncé à leur sélection en équipe de France en faisant ça. Ils ont perdu la joie de jouer une Coupe du Monde, parce que c'est pas... Tous les gens ne jouent pas des Coupes du Monde. Zitouni et Mekloufi ne joueront jamais une Coupe du Monde. À partir de là, les Brésiliens vont enchaîner les buts, avec notamment 3 buts d'un jeune joueur de 17 ans, Pelé. 5e but brésilien marqué par Pelé. C'est évidemment le massacre de l'équipe de France. Il s'en est fallu de peu pour que 2 des plus grands génies du football ne figurent pas parmi les sélectionnés brésiliens. Pelé n'était pas titulaire, il était blanc. Garrincha métis pas titulaire.
La fédération brésilienne, encore sous le choc de la défaite de 1950, a fait passer des tests aux joueurs. Face à des équipes aux jeux quasi scientifiques et à la discipline militaire comme l'URSS, les responsables de ces tests ont recommandé de laisser au vestiaire le jeune Pelé, 17 ans, jugé immature et manquant de combativité, et Garrincha, dont le QI est considéré comme insuffisant pour résister à la pression d'une grande compétition. Et le único black qui était titulaire de la sélection, c'était Didi, qui était le meilleur joueur au monde. Et c'est lui qui a commencé avec le chef de la délégation en disant si on ne met pas des Noirs, Garrincha et Pelé, on ne gagne pas la Coupe du Monde. Il y avait une équipe de jolies faces, des galants, tous ces beaux garçons, tous ces blancs de beaux garçons. Et c'est à partir de là-bas qu'on a vraiment cassé un peu de racisme qu'il y avait dans le football brésilien. Pelé marquera encore 3 buts en finale face à la Suède, battue elle aussi 5-2. Cette Coupe du Monde au Chili restera dans l'histoire comme la plus violente jamais disputée. Pelé est clairement ciblé par les défenseurs. Il est blessé dès le 2e match de la sélection brésilienne et ne rejouera plus cette année-là. Le match Italie-Chili est si violent qu'on va le baptiser la bataille de Santiago. C'est surtout le match contre le Chili que l'histoire retient comme la bataille la plus impitoyable. Peut-être même la plus sanglante que notre équipe nationale ait jamais disputée sur un terrain lors de la Coupe du Monde. Le premier avertissement intervient 12 secondes après le coup d'envoi et la première exclusion à la 12e minute. La police doit intervenir à 3 reprises à la demande de l'arbitre pour séparer les joueurs. 2 journalistes italiens ont réalisé un reportage très méprisant sur le Chili. Ils parlaient de rues pleines de prostituées, du fait que rien ne fonctionnait, que tout le monde était pauvre. Les Chiliens ont été révoltés par cet article. C'est ce qui explique ce match. L'atmosphère du match Chili-Italie est la conséquence directe de cet article de presse. Car la presse italienne a été très dure envers le Chili, a dénigré la ville de Santiago et notre façon de vivre, et spécialement à l'égard des femmes chiliennes. Les journalistes italiens ont-ils oublié que le pays a été victime 18 mois avant le début de la compétition d'un tremblement de terre si violent qu'on a dû par la suite modifier l'échelle de Richter dont il avait dépassé les normes. Un tremblement de terre qui avait détruit immeubles, ponts et stades. Garrincha encore. Garrincha qui fait sa feinte classique, effectue un superbe centre, Vava assure si vous l'avez vu. On préférera se souvenir, dans cette Coupe du Monde de brut, des déhanchements du prodigieux Garrincha, qui va permettre au Brésil de gagner à nouveau une Coupe du Monde. En 1966, l'Angleterre accueille enfin la Coupe. Et elle compte bien montrer au monde que le football est ici chez lui, plus que n'importe où sur la planète. Mais ça commence mal. Quelques semaines avant l'ouverture de la compétition, le trophée Jules Rimet, exposé au Westminster Hall, disparaît. La Coupe du Monde arrive dans le pays du football, l'Angleterre, et elle est volée. Si on ne l'avait jamais retrouvée, ça aurait été une honte nationale. Les Brésiliens ont dit que ça ne serait jamais arrivé au Brésil, que même leurs voleurs aimaient trop le football pour voler la Coupe du Monde. Pelé a dit que c'était une honte nationale. Scotland Yard est mobilisé pour réparer l'affront fait à la patrie du football. Toutes les mesures de sécurité qui étaient censées avoir été prises n'avaient pas été respectées. Il devait y avoir 4 gardes en permanence. Ce n'était pas le cas.
La coupe a été volée alors qu'il n'y avait que 2 gardes et qu'ils prenaient leur pause café. Quelqu'un a réussi à entrer, a pris le trophée et est parti avec. Et voilà, la coupe avait disparu. Il semble évident que la Fédération anglaise de football ne pensait pas la récupérer. Le 22 mars, soit 2 jours après le vol, alors qu'on allait prendre la décision de fabriquer une réplique de la coupe, la Fédération a reçu une demande de rançon avec la partie supérieure du trophée, un petit bol qui se détache. Le voleur demandait 15 000 livres, ce qui était une somme énorme en 1966. La Fédération a immédiatement décidé qu'elle ne paierait pas la rançon. La demande disait expressément de ne pas contacter la police. Ils ont contacté la police. Le voleur leur a donné rendez-vous et 2 policiers dans une voiture devaient surveiller la scène à distance. C'était un policier et une policière qui se faisaient passer pour un couple. Ça a tourné au fiasco. Celui qui demandait la rançon s'est enfui. La voiture de police a été volée. Il avait eu le temps de reconnaître qu'il ne savait pas où se trouvait la coupe. Alors que l'enquête piétine, la coupe Jules Rimet réapparaît miraculeusement. La coupe fut retrouvée une semaine plus tard dans un buisson dans le sud de Londres, par un bâtard nommé Pickles. En Angleterre, tout le monde connaît le nom de ce chien qui a retrouvé la Coupe du Monde. Le trophée retrouvé, la Coupe du Monde peut commencer. Avec cette compétition en Angleterre, on change d'époque. On entre dans celle de la télévision, avec les premières retransmissions en direct, et dans celle du merchandising. Pour cette Coupe du Monde encore, on s'accommode très bien de jouer entre soi, ou presque, c'est-à-dire entre Européens et Sud-Américains. L'Afrique, qui ne veut plus se contenter du strapontin que lui consent la FIFA, boycotte la compétition. It now gives me great pleasure to declare open the 8th World Football Championships. En finale, comme pour tous ces matchs depuis les 8e, l'Angleterre joue face à l'Allemagne sur sa pelouse, à Wembley. Les 2 équipes font jeu égal jusqu'aux prolongations, jusqu'à cette fameuse 101e minute. À cet instant, Geoffrey Hurst, l'attaquant anglais, expédie dans le but allemand, le long du but allemand, sur la ligne ou au-delà, c'est selon, une sorte de balle magique. On a beau depuis avoir mobilisé tous les experts en décryptage et en balistique, personne ne peut dire de manière définitive si le ballon a franchi la ligne. Et ce but, validé par l'arbitre soviétique, va donner un avantage décisif à l'Angleterre. À ce moment-là, l'arbitre s'est tourné vers le juge de touche. Le juge de touche était près de l'action. C'est donc le juge de touche qui était au niveau de l'action qui a validé le but, plutôt que l'arbitre, qui lui était sur le terrain. Il a donc vu que le ballon avait passé la ligne avant de ressortir. J'étais près des buts. J'ai donc bien vu que le ballon avait franchi la ligne. Ce qui est drôle, c'est que lors de la remise de la coupe, on ne savait plus s'il s'agissait de la véritable coupe ou de la réplique. Comme tout au long des années 60, quand le monde a découvert la bossa, Bahia, Rio et ses plages, le Brésil de 1970 va faire rêver. Pour la Coupe du Monde au Mexique, il peut s'enorgueillir d'avoir la plus belle équipe, avec les Gerson, Tostao, Rivellino, Paulo César, Jairzinho. Il peut se flatter d'être emmené par le plus grand joueur, Pelé, qui va jouer sa 4e Coupe du Monde et essayer d'en gagner une 3e. Et de développer avec sa Seleção le jeu le plus enthousiasmant. Tête de Pelé, but! Tête de Pelé!
encore. Oh là là, que c'est bien joué. Oh là là, 4 joueurs italiens dans le vent. Il y est. La plus belle équipe donc. Nouvelle tête, oh là là, le troisième but, oui. Le plus grand joueur, c'est confirmé. Pelé, qui a quelqu'un sur sa droite, le capitaine Carlos Alberto qui tire en pleine course. Quatrième but du capitaine Carlos Alberto. Les plus beaux buts. Et miracle, la meilleure équipe qui gagne à la fin. On ne trouve pas assez de superlatifs pour qualifier cette grande finale. Une finale qui, je crois, marquera dans les annales du football. Quand on a assisté à une rencontre pareille, j'ai l'impression que l'on peut dire comme après Austerlitz, vraiment, j'y étais. Que demander de plus? Le meilleur entraîneur? Pas de problème, il était là aussi. Mais attention, ce n'est pas celui qu'on porte en triomphe après la finale. Malgré ses qualités, Zagallo n'a fait que reprendre les rênes de l'équipe juste avant le début de la Coupe du Monde. Claro que sim, já que eu oui, bien acompanhei a sûr. seleção. Je connais à fond le football brésilien. Comme ancien joueur et comme entraîneur, pour Mexico, j'ai confiance. Aceitei e não poderia fugir à luta. Sa brillante qualification, son système de jeu, sa composition, l'équipe brésilienne la doit à un autre, João Saldanha. Saldanha, intellectuel, journaliste, entraîneur de Botafogo, est évidemment un homme trop atypique dans le Brésil de la dictature. Même dans la paisible retraite de la Seleção, loin de l'agitation de Rio, Saldanha a dû faire face à toutes sortes de pressions. La presse a alors commencé à s'interroger au sujet de Pelé. Elle disait que Sa Majesté était finie. Pelé avait 28 ans. À cette époque, les joueurs de football de 30 ans étaient déjà en fin de carrière. Pelé avait beaucoup d'engagements professionnels, commerciaux. Il faisait beaucoup de publicités extrasportives. Et on a commencé à dire qu'il se préoccupait davantage de son image que de football. Pelé usé, Pelé fatigué, Pelé trop vieux pour disputer une Coupe du Monde alors qu'il la marquera à jamais. On croit rêver. C'est pourtant ce qui se dit de plus en plus, notamment par ceux qui voudraient bien prendre la place de Saldanha, comme Mario Zagallo, qui a été champion du monde en 1958 et 1962. À un moment, on a dit que Pelé n'avait plus le physique pour jouer, et Zagallo était également de cet avis. Le même Zagallo qui le remplacera à la tête de la sélection. Zagallo a donné une interview suite aux déclarations de Saldanha. Il a dit « Pelé, aujourd'hui, nuit à la Seleção ». Saldanha sait qu'il a beaucoup d'ennemis dans ce Brésil de la dictature. Une dictature qui aime bien se mêler de football, où les ministres et les généraux se substitueraient volontiers au sélectionneur national. Il y a un moment que Médici, le président, le général Médici, donne une interview en disant « J'aimerais bien que l'entraîneur João Saldanha sélectionne n'importe qui là. » Un joueur qui l'a mis, Saldanha, il dit « Quand toi, tu vas choisir tes ministres, ne demande pas mon opinion. Donc s'il te plaît, dans ma sélection, c'est moi qui commande. » Il n'en faudra pas plus pour que Saldanha soit viré de son poste de sélectionneur par João Havelange, le président de la Confédération brésilienne de football. Zagallo, bien plus conciliant avec le pouvoir, plus accommodant avec le patron de sa fédération, prendra la place de Saldanha, appliquant à la lettre, contrairement à ses déclarations, le système de jeu imaginé par son prédécesseur, et bien évidemment en faisant jouer Pelé. Dans ce Brésil-là, les joueurs aussi doivent apprendre à ne pas sortir du rang. Nous, on était tous contrôlés pour les militaires. Non, toute la délégation, il y en avait au minimum 15 militaires dans la délégation. Et on avait la tension, par exemple, pour parler de régime, c'était difficile. J'ai beaucoup d'amis qui étaient, comment on dit, en prison, la torture, beaucoup de choses vraiment incroyables. Seul Pelé saura résister aux pressions politiques quand il refusera d'obéir aux généraux qui lui demanderont de sortir de sa retraite internationale pour disputer la Coupe du Monde 1974 en Allemagne. Ground control to Major Tom. 1974. La Coupe du Monde devient enfin planétaire. En même temps, les problèmes et les tensions du monde s'y invitent.
La guerre froide, avec les deux Allemagnes qui vont s'affronter pour la première fois. Le Chili de Pinochet. Ground control to Major Tom. Les ambitions de Mobutu, le chef d'État zaïrois. Countdown engines on. Et le combat des chefs avec l'élection du président de la FIFA. Check ignition. Heureusement, une équipe magique et totalement peace and love, la Hollande de Cruyff, va illuminer cette Coupe du Monde. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Retour en septembre 1973. Les Allemands de l'Ouest préparent activement la Coupe du Monde qui doit se dérouler chez eux. Ils sont heureux et confiants, les Beckenbauer, Maier et autres Gerd Müller, qui sont champions d'Europe des nations en titre. À 12 000 km de là, à l'Estadio Nacional de Santiago du Chili, on prépare cette Coupe du Monde tout autrement. Les militaires, avec le général Pinochet à leur tête, ont pris le pouvoir le 11 septembre, bombardant le palais de la Moneda, contraignant le président Allende qui y réside au suicide et se servant du plus grand stade du pays comme d'une prison à ciel ouvert pour tous ceux, et ils sont forcément nombreux, qui leur paraissent suspects. Vous n'avez pas le droit de parler avec les prisonniers. Ils sont au secret. Deux joueurs chiliens découvrent comment les militaires utilisent ce stade qu'ils connaissent bien. De jour comme de nuit, les militaires en armes sortaient pour tuer un frère, un ami, un voisin. Ça a terriblement divisé et marqué le pays. Et depuis, ce stade, qui a été transformé en camp de concentration, n'a plus jamais été le même. Je crois qu'avant, on y venait avec le sourire, le cœur léger, et maintenant on vient un peu plus triste. Ici, dans ce stade, il y a eu beaucoup de prisonniers, de disparus qui sont passés. Juste là, au-dessous, là où vous êtes, il y avait des milliers de Chiliens blessés. Ils les prenaient et ils les emmenaient pour les tuer quelque part. Ça s'est passé ici, au Chili. C'est dans ce même stade que va se disputer le match de barrage qui doit décider qui de l'URSS ou du Chili va se qualifier pour la Coupe du Monde en Allemagne. Les Soviétiques, qu'on a connus moins attachés aux droits de l'homme, en font une question de principe. Ils refusent de jouer dans ce stade devenu pour le monde entier le symbole de la dictature. La junte militaire chilienne, qui a fait évacuer le stade de ses prisonniers, en appelle à l'arbitrage de la FIFA. Il y a eu une visite de la FIFA et la dictature a enfermé les prisonniers dans les vestiaires. C'est dans ce contexte que s'est déroulée la visite des responsables de la FIFA. Et ce qu'ils ont fait, c'est seulement d'aller directement jusqu'au centre du terrain et de déclarer « Oui, il y a une pelouse, 2 cages, on peut jouer. Il n'y a aucun prisonnier. On peut jouer. » Et ils sont repartis. On a appelé cette rencontre le match fantôme, avec la sélection nationale qui salue le public. Chose unique dans ce film, on va pouvoir suivre l'intégralité d'un match. La FIFA a refusé de faire disputer le match sur terrain neutre, et les Soviétiques n'ont donc pas fait le déplacement. Il n'y a qu'une équipe sur le terrain. Les joueurs chiliens marquent dans le but vide. Le match est arrêté, et la victoire accordée au Chili. Ah, ce match de l'équipe nationale. On a mis 20 secondes pour arriver au but adverse. On marque, l'arbitre siffle, le score apparaît au tableau, Chili 1, URSS 0. Et nous voilà qualifiés pour la Coupe du Monde. Pinochet reçoit les joueurs de l'équipe nationale avant qu'ils n'embarquent pour l'Allemagne en mai 1974. On était tenu de le saluer. Le seul qui ne l'a pas salué, c'est Caselli. Lui, il a été extraordinaire. Il n'a pas voulu lui serrer la main. C'est une chose que nous avons en nous, nous les attaquants. Pour marquer un but, il faut que ce soit étincelant. Et à ce moment-là, ça m'est venu comme ça, avec de la transpiration, de la sueur. Je ne sais pas si c'était du courage ou de la peur, mais je l'ai fait. Et ça a fait le tour du monde. Et c'est pour ça que ça a été compliqué. Très compliqué.
Alors qu'il est en Allemagne pour jouer la Coupe du Monde, Carlos Caselli apprend que sa mère a été enlevée. Il saura plus tard qu'elle a été torturée. Des représailles sans doute à l'affront que Caselli a fait subir à Pinochet. Quand l'équipe chilienne débarquera en Allemagne, elle trouvera autour d'elle des mesures de sécurité exceptionnelles et des manifestants qui n'hésiteront pas à la confondre avec la dictature sanglante au pouvoir à Santiago. Dans cette drôle d'ambiance, Carlos Caselli et ses partenaires ne passeront pas le premier tour. La Coupe du Monde de football qui s'ouvre en Allemagne fédérale le 13 juin 1974 n'est pas la fête insouciante, joyeuse et universelle espérée. Nous sommes encore au temps de la guerre froide et la première rencontre de Coupe du Monde entre l'équipe de la RFA et celle de la RDA doit se disputer. Une rencontre remarquable par sa dimension politique et par la présence d'un joueur, Jürgen Sparwasser. Au sein de l'équipe, l'ambiance était relativement bonne. Chez les dirigeants de l'Est et de l'Ouest, bien sûr, c'était plus tendu. Ça a été l'occasion aussi de beaucoup d'articles où l'on se moquait de ces braves petits gars qui venaient là, habillés comme on l'était avant la guerre, enfin, avec des costumes complètement hors du temps, et des pauvres gars, quoi, comme ça, qu'on allait les écraser de toute façon lors du premier match. On écrivait dans la presse de l'Ouest, par exemple dans Bild, donc nous allons gagner. Et la seule vraie question, c'était le score. Ils allaient nous battre 5-0, 5-1 ou 6-1. La RDA bat la RFA. Beaucoup de gens ont été déçus du résultat. On les entendait hurler depuis les tribunes, surtout moi. Et donc je m'y attendais. Je savais que ça ne plairait pas. Mais j'ai quand même marqué. On dira longtemps, et à tort, que cette défaite ouest-allemande était calculée afin d'éviter de rencontrer avant la finale la seule équipe qui était alors redoutée par toutes les autres, celle des Pays-Bas. C'est oublier combien, en ces temps de guerre froide, il importait de montrer à l'autre la supériorité de son système politique. Après ce match inédit de la guerre froide, une autre première dans cette Coupe du Monde. Une équipe d'Afrique noire a enfin pu se qualifier. Et le Zaïre a voulu mettre tous les atouts de son côté. Le maréchal président Mobutu a mobilisé les meilleurs féticheurs pour accompagner ses joueurs, les léopards. Tout le monde est persuadé que les léopards vont faire un malheur à Munich. La presse se charge de survolter la population et de lui faire croire à l'invincibilité de ses joueurs. Le Zaïre se voit déjà champion du monde. C'est un bon exemple de la façon dont les hommes politiques africains ont de tout temps utilisé le football pour satisfaire leurs ambitions personnelles. Mobutu Sese Seko, le dictateur du Zaïre à l'époque, a considéré la qualification du Zaïre pour la Coupe du Monde comme un succès personnel. Alors voici de quoi vous réconcilier un peu avec le football offensif. Ce sont des extraits de la victoire de la Yougoslavie sur le Zaïre par 9-0, un score exceptionnel en Coupe du Monde. Un but toutes les 10 minutes, c'est un record. Badjevic, Jazic, Surjak, Katalinski, Badjevic, Bodjicevic sur corner, mi-temps 6-0. Oblak sur coup franc, 7e but. Fauchage, mais Petkovic marque le 8e but. 3e but personnel de Badjevic. Et inutile de dire que les chances du Zaïre sont maintenant sérieusement compromises. Voilà, le compte y est et l'addition est lourde pour le Zaïre. On a beaucoup rigolé dans la presse internationale sur le Zaïre. Il disait, ces types ne pigent pas vraiment, ils ne comprennent pas le foot, ils ne savent pas jouer en équipe. Ils ont quelques bons joueurs, de bons joueurs individuels. Honnêtement, c'était extrêmement raciste. On disait qu'ils n'avaient pas les mêmes facultés intellectuelles, qu'ils n'étaient pas assez intelligents pour bien jouer au foot. On s'est moqué des léopards sans se demander pourquoi ils avaient à ce point laissé filer le match.
On leur avait promis des primes pour ce mondial, primes qui n'arrivaient pas. Et c'est juste avant d'affronter la Yougoslavie qu'ils ont découvert la vérité. Les primes qu'on leur a promises eh bien, n'ont pas été versées. Et il s'avère en fait que c'est le ministre des Sports de Mobutu qui va garder l'intégralité de ces primes. À leur retour au Zaïre, les joueurs et leurs familles sont accusés d'avoir ridiculisé la nation zaïroise. Plus question de les traiter comme des ambassadeurs ou des héros. Ils seront des parias. Les stars absolues de cette Coupe du Monde, de cette époque qui n'en manque pas côté musique, ce sont les joueurs hollandais. Pas seulement pour leur look, leur décontraction, leur proximité avec la jeunesse d'alors, mais aussi parce que la Hollande est la dernière équipe à réinventer le football, à imaginer une autre façon de jouer. Cruyff et ses camarades, Niskens, Krol, Surbeer, Johnny Rep, appellent ça le football total. Tout le monde attaque, tout le monde défend. Les équipes qui bétonnent, qui verrouillent, qui jouent dur, sont totalement dépassées, à l'image des Argentins balayés 4-0. On était très fort. Hein. Le 74, c'est une équipe magnifique. Le grand jour de la finale est arrivé. Le 7 juillet au matin, dans les caves d'une grande banque de la ville, 2 clés ouvrent un coffre et on en retire un objet mystérieux, escorté par des policiers. Une camionnette blindée la porte au stade de Munich. Les Brésiliens ayant définitivement gardé le trophée après leur 3e victoire en 1970, c'est une autre coupe qui sera soulevée au terme du match. Les Hollandais se retrouvent favoris de la finale face à la RFA, même si celle-ci joue à domicile. La première minute confirme tous les espoirs mis dans l'équipe de Cruyff. Le meneur de jeu hollandais laisse sur place tous les joueurs allemands, avant d'être fauché dans la surface de réparation. Le penalty est transformé en force par Niskens. Pour nous, c'est dommage que le but il commence à il tombe trop tôt. Parce qu'après, on a fait un peu de... On n'était pas motivé pour faire 2-0. On tournait le ballon trop long. Peu à peu, les Allemands reprennent confiance, se réorganisent, égalisent sur penalty, puis arrachent la victoire sur un but de l'inévitable Gerd Müller. La RFA est championne du monde, et on se demande comment, hormis son raid de la première minute, Cruyff a pu passer à côté de sa finale. Johnny Rep se souvient que la presse à scandale allemande a tenté de déstabiliser son équipe. Et en 1974, on est un peu volé pour la Bild-Zeitung. Il y a eu 2 journalistes dans notre hôtel. Bon, et les jours avant la finale, ou peut-être 2 jours avant, il fait le grand scandale de la piscine, avec des joueurs, des femmes et tout ça. Bild, qui a dit crève, champagne et femmes nues, parce qu'il y avait une petite fête dans l'hôtel des Pays-Bas, avec des jeunes femmes qui sont arrivées. Il y a eu beaucoup de joueurs, de problèmes chez eux à cause de cette affaire. Et en particulier Johan Cruyff, très secoué par la réaction de son épouse. La femme de Cruyff était en colère. Cruyff a téléphoné avec elle pendant des heures. Et dans la finale, il a très mal joué. Et cette crise maritale était catastrophique pour lui et a même fait lui décider de ne pas aller en Argentine 4 ans plus tard parce qu'il ne voulait pas être séparé de sa femme. Alors on peut dire que cette histoire dans Bild a coûté les Pays-Bas 2 Coupes du Monde. En 1974 et puis en 1978 où Cruyff n'était pas là pour gagner la Coupe du Monde. L'Allemagne a gagné la Coupe du Monde, mais le vrai vainqueur de la compétition est ailleurs. Une autre finale, d'un enjeu politique et financier inédit, s'est déroulée au même moment en coulisses. Car 2 candidats que tout oppose s'affrontent pour la présidence de la FIFA.
L'ancien patron de la FIFA, l'anglais Stanley Roos, était un honnête homme. Mais il était vieux, il fallait qu'il s'arrête. Il a fait beaucoup d'erreurs. Il n'était pas corrompu, mais c'était un vieillard. À 84 ans, il devait arrêter. Voilà que débarque l'aventurier brésilien, comme j'aime l'appeler. Plein de charisme, un très bon gestionnaire, tout droit sorti du crime organisé à Rio. L'entrepreneur allemand, Horst Dassler, de la famille Adidas, a mis Joao Havelange au pouvoir à Francfort en 1974. Il a payé pour avoir les votes nécessaires. Et très vite, il a quitté Adidas, chaussures, vêtements, ballons et tout ça, pour une société de marketing qu'il avait créée et qui est devenue ISL, International Sport and Leisure. C'est marrant, ils avaient tous les contrats de la FIFA. Coupe du Monde après Coupe du Monde. Ils avaient tous les contrats, soit 2 milliards de dollars à chaque fois. De bonnes rentrées. Dans le monde d'Havelange, c'est juste une histoire de prix à payer. Il y a 3 ans, j'ai enfin mis la main sur des documents que j'ai transmis à la BBC, qui démontrent qu'il y en a eu pour 100 millions de dollars de pots de vin.